Cette année, en 2023, nous vivons une révolution dans le monde du sport automobile d'endurance avec tous ces nouveaux constructeurs qui arrivent en hypercar. Mais si je vous disais qu'on était à peine à la moitié de cette révolution, est-ce que vous me croirez? Aujourd'hui, on va revoir ensemble ce qui a été annoncé très récemment pour le championnat du monde d'endurance, le WEC, pour l'année 2024, mais aussi du coup pour les 24 heures du Mans de l'année prochaine. Vous êtes prêts? C'est parti! L'année prochaine, on n'aura pas 7 mais 8 courses. C'est déjà à noter car ça allonge le calendrier et ça fait plaisir. En plus de ça, sur les 8, seulement 4 sont aussi présentes cette année. Le 24 et 25 février, on aura le prologue sur le circuit de Losail au Qatar. Et la semaine suivante, on aura les 1812 km du Qatar. Cela équivaut à environ 8 heures de course, comme les 1000 miles de Sebring, qui ne seront plus au calendrier d'ailleurs. Le circuit en lui-même est sympa sans plus, mais on va bien voir ce que ça donne avec les hypercars. Plus d'un mois et demi plus tard, le 21 avril, on a les 6 heures d'Imola en Italie. Un circuit très technique et très intéressant, et avec ces hypercars là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, le fait qu'il y ait plus d'un mois et demi d'écart entre les deux courses, c'est un peu embêtant. Le 11 mai, on aura les 6 heures de Spa-Francorchamps, un grand classique, juste avant les 24 heures du Mans, le 15 et 16 juin. Un mois plus tard, le 14 juillet, on ira au Brésil, à Sao Paulo, pour une course de 6 heures. Là, ça fait ultra plaisir, parce que Interlagos a toujours été un de mes circuits préférés, et en plus de ça, le voir de retour dans le calendrier de l'endurance, ça fait extrêmement plaisir. J'ai hâte de voir ça. Pour finir avec les nouveautés, ou plutôt les retours, on va avoir le Lone Star Le Mans, au circuit d'Austin, au Texas. Là aussi, je suis trop content, parce que ça fait encore un nouveau circuit qui est une masterclass pour moi, et en plus de ça, ça va permettre à Cadillac d'avoir une course à domicile, et ça c'est cool. 2 semaines plus tard, direction le Japon pour les 6 heures de Fuji, et le 2 novembre, on aura les 8 heures de Bahreïn pour clôturer la saison. Petit bilan, je suis assez content de ce calendrier pour vous dire la vérité. Le retour de 2 circuits que j'aime beaucoup, ainsi que l'apparition d'Imola au calendrier fait extrêmement plaisir. Bon, je suis un peu déçu que Portimao, Sebring et Monza ne soient plus au calendrier, mais ça permet d'avoir des petites nouveautés et tout, c'est vraiment sympathique. L'idéal, ce serait que ce calendrier ait une dizaine de courses pour qu'on ait pas beaucoup d'écart entre les courses, donc on verra si en 2025 ils peuvent y parvenir, mais en tout cas c'est vachement cool. En ce qui concerne les catégories, l'année prochaine on n'aura pas 3 mais 2 catégories qui participeront intégralement au championnat du monde d'endurance. Et oui, on va devoir dire adieu au LMP2 au WEC, c'est triste mais c'était le mieux à faire. Car je ne sais pas si vous le savez, mais les places en WEC sont assez limitées, et avec le nombre d'hypercars prévus, on va y venir plus tard, le LMP2 doit laisser sa place. Après c'est sûr, il y en aura au Mans. Il a été annoncé que 15 places des 62 en tout seront réservées à la catégorie LMP2. Donc ça c'est plutôt cool. Et si jamais vous êtes fan du LMP2, vous pouvez regarder le championnat européen, le LMS, ou le championnat asiatique, la LMS. Là il y a plein de LMP2 et en plus c'est la catégorie reine de ces championnats. Ensuite, adieu le GTE AM, place au GT3. Les différences entre les GTE et les GT3, c'est un peu les mêmes changements qu'entre le LMP1 et l'hypercar. Le GTE, c'est la catégorie ultime du GT, les plus rapides, les plus puissantes, mais surtout les plus coûteuses. Alors que le GT3, c'est moins coûteux, donc moins performant, mais beaucoup plus attractif. Ce sera d'ailleurs pas vraiment la catégorie GT3 qu'on connaît aujourd'hui, ce sera des GT3 un petit peu améliorés spécialement pour le championnat du monde d'endurance. On n'a pas vraiment l'idée de quelles équipes exactement participeront, mais on connaît les constructeurs qui veulent potentiellement s'engager, et il y a du monde. On a dans un premier temps les 4 qu'on connaît déjà. Corvette avec leur nouvelle Z06R GT3, Aston Martin avec leur Vantage GT3, Porsche avec leur toute nouvelle 911 GT3 R Type 992, et Ferrari avec leur toute nouvelle 296 GT3, qui est la voiture qui a gagné les 24 heures du Nürburgring cette année. On a aussi eu la présentation de la toute nouvelle Ford Mustang GT3, qui d'ailleurs est magnifique, donc eux c'est sûr, ils seront là. En moins sûr, mais en très probable, on a la Lamborghini avec l'Huracan GT3, Mercedes avec l'AMG GT3, BMW avec la M4 GT3, McLaren avec la 720S GT3, Honda avec la NSX GT3, et pour finir Lexus avec la RCF GT3, ce qui fait un total de 11 constructeurs possibles pour le championnat du monde d'endurance. C'est énorme. Alors, il est très probable que les 11 ne soient pas représentés pour le championnat du monde, mais aux 24 heures du Mans, on a une petite chance qu'ils soient tous représentés. Et ça, c'est cool. Et ce qui est cool, c'est qu'on a déjà des écuries qui ont dit qu'ils voulaient participer à la catégorie GT3 pour le WEC l'année prochaine. On a le Proton Competition qui ont dit qu'ils veulent engager des Ford. On a également le Inception Racing qui roule en ce moment aux États-Unis qui voudrait engager 2 McLaren. Et pour finir, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, le TF Sport, qui est aujourd'hui avec Aston Martin, a annoncé vouloir engager 2 Corvettes pour le championnat du monde d'endurance. Et ça, c'est vraiment positif aussi. Donc voilà un peu une idée de à quoi pourrait ressembler la catégorie GT3. En tout cas, elle donne envie.
Et puis en deuxième catégorie, la catégorie reine, l'hypercar, celle qui nous a proposé une si belle course aux 24 heures du Mans de cette année, et bien sûr de retour, avec encore plus de constructeurs. Clairement, je sais pas à quoi m'attendre, mais ça va partir en couille, c'est sûr. Déjà, pour ceux qui sont sûrs d'être là, on a toujours les 5 grands constructeurs. Toyota avec sa GR010, Ferrari avec sa 499P, Porsche avec sa 963, Peugeot avec sa 9X8 et Cadillac avec sa V-Series R. Pour ces voitures-là, c'est sûr. Pour Glickenhaus et Van Wall, c'est un peu plus compliqué. En effet, au vu de ses performances assez catastrophiques, il faut le dire, je ne sais pas si Van Wall va vouloir continuer le WEC. En ce qui concerne Glickenhaus, il y a des rumeurs qui disent qu'ils arrêteraient leur programme en endurance parce qu'ils jugent que l'équilibre de performance entre leur voiture et les autres concurrents est assez mauvais et donc ce serait injuste et ils veulent arrêter de se battre à cause de ça. Ce serait dommage parce que clairement Glickenhaus est devenu une figure de proue de la catégorie hypercar par son histoire et son originalité. Ce serait vraiment dommage de la voir partir de la grille. Donc pour l'instant sur la grille, on a les 2 Peugeot officiels, les 2 Ferrari officiels, les 2 Toyota officiels et les 2 Porsche officiels. Pour l'instant, ça fait un total de 8. En ce qui concerne Cadillac, eux, ils voudraient engager une deuxième voiture au WEC. Il fait un total de 10 voitures. Si on ajoute la Glickenhaus et la Van Wall, si elles continuent, on arrive à un total de 12. Et il ne faut pas oublier la Porsche du team Jota et aussi celle du Proton Competition, qui va faire ses débuts en compétition d'ailleurs aux 6 heures de Monza dans une semaine. J'ai d'ailleurs très hâte de voir ce que cette voiture va proposer avec ses 3 pilotes d'exception dans leur voiture. Gianmaria Bruni et Harry Ticknell, 2 pilotes officiels GT Porsche bourrés de talent, et Neil Yani, ancien pilote Porsche vainqueur des 24 heures du Mans en 2016 avec la 919 hybride. En soi, le plateau que je viens de dire, c'est celui de 2023, mais avec une deuxième Cadillac en plus. Cela donne un total de 14 hypercars. C'est déjà assez fabuleux, non? Mais en vrai, ce serait dommage de s'arrêter là, non? À ces 14 voitures, on ajoute la Isotta Fraschini Tipo 6 LMHC qu'on espère voir rouler en 2024. Ce constructeur italien très rapide du tout début de l'automobile au XXe siècle a longtemps disparu et est réapparu avec ce projet hypercar. Le Vector Sport a pris en charge cette voiture pour la rendre la plus puissante possible. C'est une hypercar à moteur thermique comme la Glickenhaus et la Van Wall. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On peut ajouter également les 2 BMW officielles prises en charge par l'écurie WRT, actuellement en tête du championnat LMP2, avec la BMW M Hybrid V8. LMDH participe cette année au championnat américain IMSA contre Porsche, Cadillac et Acura et vient de signer sa première victoire le week-end dernier à Watkins Glen. Cette voiture a fait énormément de progrès entre le début de la saison et aujourd'hui et j'ai hâte de la voir rouler face aux autres hypercars de la catégorie du WEC car pour moi elle est la deuxième voiture la plus belle de cette catégorie, juste derrière la Peugeot 9X8. On a ensuite les 2 Alpines officielles avec la A424 qui a été présentée d'ailleurs aux 24 heures du Mans de cette année. Cette LMDH au look très intéressant veut participer au WEC avec 2 voitures et même si on ne connaît pas encore les pilotes, je pense que cette voiture va faire des ravages en ce qui concerne sa popularité. Car je me souviens le soutien qu'a eu Alpine et sa LMH modifiée pendant les 24 heures du Mans 2021 et 2022, qui sera se reproduit en hypercar l'année prochaine. Clairement, on va avoir des drapeaux alpines partout. Mais c'est la beauté du sport, c'est ça qui est cool. Ensuite, on a la toute dernière LMDH à ne pas avoir été encore dévoilée, celle de Lamborghini. C'est l'écurie Einrollings qui prendra en charge cette voiture et on connaît d'ailleurs leur programme qui ressemble un peu à celui de Cadillac cette année. Une voiture au WEC, une voiture en IMSA et les 2 rouleront au Mans. On connaît d'ailleurs 4 pilotes qui rouleront dans cette voiture. On a Mirko Bortolotti et Andrea Calderelli, 2 pilotes italiens ultra talentueux officiels de chez Lamborghini, et les 2 anciens pilotes de Formule 1, Daniil Kvyat et Romain Grosjean. On ne sait pas comment ces équipages vont être organisés, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et j'ai surtout hâte de voir à quoi va ressembler cette voiture, parce que Lamborghini ces derniers temps, ils font des petites masterclass visuelles, donc hâte de voir ce que ça va donner en hypercar. Et pour finir, cerise sur le gâteau, Pescarolo Sport veut revenir en endurance et en hypercar, avec en plus une Peugeot 9X8. Vous n'imaginez même pas quel bonheur ce serait de voir une 3e Peugeot déjà sur la piste, mais en plus de ça, aux couleurs bleues et vertes de Pescarolo, pilote légendaire et écurie légendaire du Mans, clairement c'est fabuleux. Donc si je compte bien, on aura 2 Toyota, 2 Ferrari, 2 Cadillac, 4 Porsche en comptant la Jota et la Proton, 3 Peugeot en comptant la Pescarolo, une Van Wall, une Glickenhaus, 2 BMW, 2 Alpine, une Isotta Fraschini et une Lamborghini pour un total de 21 hypercars. Rendez-vous compte, c'est plus que le plateau de Formule 1. Et je suis sûr qu'on n'est pas au bout de nos surprises, ça c'est sûr. Et si on ajoute celles qui peuvent potentiellement faire les 24 heures du Mans, je crois qu'on est dans une autre galaxie en fait. Si on ajoute rien que celle de cette année, comme la Cadillac 311 de l'Action Express Racing, la deuxième Glickenhaus numéro 709 et la 3e Porsche officielle avec les pilotes de l'IMSA, on passe déjà à 24. Sans compter sur la deuxième Lamborghini de l'IMSA également, ça fait un total de 25 voitures. On peut imaginer d'autres folies, genre imaginez une 3e Alpine avec Ocon, Gasly et Victor Martin dedans, une 499P avec Leclerc et Sainz et Fernando Alonso, puisqu'il a révélé qu'il voulait faire le Mans avec cette voiture. Mais vu que Alonso est chez Aston Martin et que la marque a vu le potentiel des 24 heures du Mans avec ce nouveau règlement, est-ce qu'ils vont pas eux aussi revenir
revenir au WEC après avoir dit qu'ils ne le feraient pas avec leur sublime Valkyrie, et pourquoi pas pour la blague, mais surtout pour l'image que cela donnerait, une Lamborghini LMDH Iron Dams avec 3 pilotes femmes ultra compétitives, des filles comme Dorian Pain par exemple. Bref, énormément de possibilités et donc énormément de hype. Eh bien ça en fait du monde hein. Mais c'est bien la preuve que ce règlement hypercar attire du monde, que ce soit sur la piste mais aussi autour de la piste. Le WEC est peut-être sur le point de devenir l'un, si ce n'est le championnat de sport mécanique le plus influent au monde. Et il le mérite amplement, tout comme tous ces grands constructeurs ultra nombreux qui s'engagent et qui le méritent aussi. En tout cas, moi j'ai hâte d'être en 2024. Et vous ?